Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour le dernier brief de cette semaine, en ce vendredi 14 janvier 2022. Alors aujourd'hui, on parlera du Bitcoin, bien évidemment. On parlera de quel signal surveiller, un signal très simple, très débutant, pour essayer d'identifier des retournements de tendance très facilement. Donc je parlerai d'un autre contrat sur le Bitcoin, justement le contrat du CME Future, donc du Chicago Mercantile Exchange, qui est un contrat régulé qu'utilisent les traders institutionnels et donc clôture 2 jours dans la semaine, comme les marchés traditionnels, les marchés sont fermés le week-end. Donc ce contrat Bitcoin en tout cas, est fermé le week-end, ce qui fait qu'on a en gros une charte qui indique la fluctuation des prix que quand les institutions sont sur le marché. Il y a des institutions le week-end, bien évidemment, surtout sur les cryptos, mais là c'est vraiment un contrat qui est vraiment institutionnalisé, donc une charte qui est un peu différente du spot avec des indicateurs un petit peu différents, en tout cas des informations différentes. Je vais vous montrer des petites comparaisons. Et également, on parlera d'Ethereum, bien évidemment, et j'ai choisi le Cardano aujourd'hui, qui donc, on en parlait quand j'ai fait une première vidéo dessus, quand il était vers là-bas, où justement on disait que pour les investisseurs, la meilleure zone serait la zone de rechargement, donc entre 1,20$ et 68 centimes. Encore une fois, je ne savais pas si on allait y aller ou non, mais c'est ça le sens. C'est ça qui est intéressant quand on est investisseur. On indique les conditions qu'on veut voir. Tant qu'elles ne sont pas présentes, la charte ne nous intéresse pas, la set ne nous intéresse pas. Et donc on arrive dans cette zone de rechargement. C'est pour ça que je vais en parler aujourd'hui. Quels seraient donc les signaux à attendre, etc., etc. Alors du coup, le Bitcoin, quel serait un signal intéressant? Bon, déjà, un indicateur très simple, je vous en ai déjà parlé, c'est le biais institutionnel. Donc ici, c'est le fait d'afficher une MA 9 et une MA 18 sur une échelle ici daily, qui permet d'identifier très simplement des retournements de marché avec un taux d'erreur plus ou moins faible. Et donc tout simplement quand l'EMA 9 est au-dessus de l'EMA 18, donc quand l'EMA 9, donc l'EMA en jaune ici est au-dessus de l'EMA bleu, on estimera qu'on est dans un momentum plus ou moins haussier, donc que la tendance peut être estimée haussière. En tout cas que les institutions vont chercher des longues au sein du marché, ok, et que donc il y a de grandes chances qu'on soit haussier. Quand le biais recrosse bearish, on a par exemple un signal de clôture de position ou une alerte de attention, mon marché redevient bearish. Et donc un prochain signal haussier, c'est quand le biais redevient bullish. Donc la dernière fois qu'il l'était, le croisement a été fait le 4 octobre, donc on voit que on a une belle marge de progression sur le prix. Et lorsqu'il est redevenu bearish, c'était quand? C'était ici. Donc là on se dit, ah, je clôture mes longues, ou ça vaut peut-être le coup de sortir un petit peu du marché ou de réduire l'exposition au marché de façon très simple. Et donc ça, c'était le 18 novembre quand on était aux environs des 57 000 dollars. Pour l'instant, ce biais est toujours bearish. On évolue en dessous des prix. Enfin, le prix évolue en dessous, des deux EMA. Donc EMA 9, EMA 18, EMA 9, EMA 18. Donc ce qui témoigne pour l'instant d'un momentum bearish, ou en tout cas d'une tendance baissière. Ok. Et donc un signal très simple, ce serait le recroisement de ces EMA. Donc pour faire ça, il faut rehausser la moyenne des prix pour que les deux EMA puissent se rehausser également, qu'on puisse avoir le croisement et ensuite on aura un bon signal de momentum. Et juste ça, ça vous permet d'identifier la tendance. Également, on n'hésite pas pardon, à coupler ça avec une structure sur le prix. Exemple, j'ai ici mon biais bullish, mais j'ai également une structure en W qui me montre le changement de dynamique. Et ce sont ces deux signaux les plus puissants. Ici, j'ai la même chose, le W, le biais qui redevient bullish. J'ai un signal extrêmement intéressant. Et nous avons des différences. C'est pour ça que j'utilise ici ce biais sur le contrat futur, puisqu'il est différent du biais sur le spot. Pourquoi ça? Puisqu'ici, rappelez-vous, le marché clôture le week-end, ce qui fait que les moyennes calculées par les EMA seront différentes. On n'a pas les mêmes informations. Nous avons 5 jours de cotation sur le BTC1, donc le Bitcoin du contrat futur sur le Chicago Mercantile Exchange. Et par exemple sur Coinbase, qui est le marché spot, nous avons un contrat qui sera ouvert 24-24-7-7. Donc des EMA qui indiqueront des informations différentes. Par exemple, ici on voit que le biais est resté bearish. De mémoire à l'époque, sur le contrat spot de Coinbase, le biais était légèrement devenu bullish, donc a donné un faux signal. Peut-être que je me trompe, mais de mémoire, c'était ça. Donc on va revenir sur le 16 juillet de mémoire. Donc c'était là-bas, voilà, super. Et donc ici, par exemple, nous on a vu sur le contrat futur que ça n'a pas croisé, mais là ça a croisé sur le contrat spot, avant de redécroiser derrière. Mais donc ici c'était un faux signal. Là où sur le contrat futur ça n'a pas cross, donc on n'a pas eu le croisement, parce qu'on est sur un contrat différent qui lui clôture. Et donc là on a une cotation qui se fait
semaine, quand les institutions, et toutes les institutions sont sur le marché. Parce qu'il y a beaucoup d'institutions qui ne tradent pas trop le week-end, ou qui simplement laissent tourner des algorithmes au cas où, et on n'a pas des comportements entre guillemets humains, où il y a des fonds simplement qui ne sont pas très présents le week-end. Ok, ce qui fait que les marchés sont moins liquides le week-end que la semaine. Et donc à ce moment-là, c'est pour ça qu'utiliser le contrat futur ici donne des informations vraiment extrêmement pertinentes. Par exemple, ici le biais est toujours bullish, W sur le prix, excellent signal. Ok. Et donc ici, je retire le prix rapidement, mais croisement bearish, ici au top le 21 avril 2021, on est toujours resté baissier, EMA 9 sous EMA 18. Ok, donc biais toujours baissier, aucun signal d'achat à nouveau, jusqu'à ce que le biais redevienne haussier le 26 juillet au bottom. Biais haussier ici le 4 octobre, et également, pour l'instant, biais baissier ici, donc fin de la tendance haussière, et pour l'instant, biais toujours baissier. Donc en tant que débutant, ça aide pas mal. Encore une fois, c'est un indicateur. On ne peut pas se fier à un seul indicateur. Comme j'enseigne dans l'école, on ne prend pas position via un seul indicateur. Mais au moins, pour essayer de situer le momentum ou la tendance, c'est assez puissant. Donc, ici sur le Bitcoin, est-ce qu'on peut dire que nous avons un bottom ici, que nous sommes de nouveau dans une dynamique haussière? Non. En termes de structure, V-bottom ici pour l'instant. Donc ce qu'on voudrait, c'est W. Donc là, je dessine un W dans un W, ce qui serait encore mieux. On peut très bien faire ça également. Et au même moment ou ensuite ou avant, après ça dépend de chacun, potentiellement avoir le biais qui redevient bullish. Et là, nous serons techniquement en termes de prix dans une dynamique haussière. Donc ça déjà, c'est un bon signal si vous pouvez choper ça, le W bottom. Et ensuite, si le biais est bullish, nous aurons toutes les confirmations pour nous dire « Ok, le Bitcoin est de nouveau haussier ». Et à ce moment-là, premier objectif, 51 000 $, retracement du premier arrêt. Ensuite, zone de rechargement de short entre 63 000 et 57 000 $. Et ici, j'en ai déjà parlé, mais dans ces zones, si je suis fortement engagé dans le marché et que j'ai mal géré mon risque de base dans ce qu'on appelle ici une zone de rechargement de short, j'ai de la gestion du risque à faire. C'est-à-dire que si je suis all-in crypto, ça peut ne pas être débile de vendre un petit peu de la crypto contre du cash, donc des stablecoins, pour rehausser mon portefeuille. Parce que quelqu'un qui est 100% exposé au marché, quand le marché dump, son wallet diminue énormément. Si vous êtes exposé moitié cash, moitié crypto, les chutes de marché vous font moins subir de pertes sur votre portefeuille et vous avez du cash de côté pour acheter moins cher. Et on essaye d'acheter les zones de rechargement d'achat pour vendre les zones de rechargement de short, en tout cas prendre des profits au sein de ces zones. Alors, et aussi, le momentum est légèrement différent sur le Bitcoin futur. Nous sommes toujours sous l'effet de ces divergences baissières, donc le momentum est bien haussier. Ce qu'on attend maintenant, en tout cas sur MACD, ce qu'on attend, c'est maintenant la structure qui, elle, va indiquer un retournement de dynamique. Et d'ailleurs, les élèves m'ont notifié que nous avons la pleine lune le 18 janvier, qui sera donc mardi, normalement, si je dis pas de conneries, la prochaine, il me semble que c'est mardi. Yes. Donc on surveillera s'il n'y a pas justement le début d'un bottom qui se posera à ce moment-là. Parce que pour certains traders, et ça c'est pas un truc qui date d'hier, certains traders trade en fonction justement des phases lunaires ou des alignements planétaires, etc. pour juger de cycles vraiment très long terme. Parce qu'ils estiment que ça a un comportement, enfin en tout cas ça a un effet sur le comportement des êtres humains. Les marchés, c'est quoi? C'est le reflet du comportement des êtres humains, et maintenant des robots et l'intelligence artificielle, mais quand même des êtres humains. Donc c'est pour ça que ça intéresse certains traders justement de trouver des choses qui peuvent influencer le comportement des traders pour retrouver une répercussion sur le marché, à leur avantage bien évidemment. Ok. Hop, donc ça je retire pour le moment. Donc est-ce qu'on peut dire que nous avons un bottom ici? Pour l'instant, non. Je le répète, mon signal serait le croisement des EMA et également le W ici. Et le croisement des EMA fonctionne bien mieux sur le contrat futur, puisque ici nous avons, en gros, le calcul des EMA ne prend pas en compte les cotations du week-end qui généralement sont simplement des mouvements un petit peu bidons, histoire de chasser des stops, etc. Donc c'est assez rare d'avoir une direction bien précise qui est prise le week-end. Très généralement, on revient clôturer proche des prix de lundi. Donc admettons, si on clôture aujourd'hui à 42 400 $, admettons ce soir, vendredi, il y a de grandes chances, même si on va faire un tour par exemple à 38 000, qu'on revienne clôturer à 42 400 pour lundi. Là, on s'est quitté vendredi. En tout cas, si vous regardez, c'est généralement ce que le marché essaye de faire. Ok ? J'ai fini pour Bitcoin, pas grand chose d'autre à dire, juste oui, au niveau du volume,
Sur le contrat futur, là on commence à avoir un premier W pas suffisant. Ce qu'on aimerait c'est de nouveaux W, mais là on voit clairement que le volume vendeur s'estompe. Donc le volume vendeur sur le contrat futur est en train aussi de se calmer, ce qui veut dire que les vendeurs s'essoufflent et les acheteurs aussi. Donc, enfin, en tout cas les acheteurs se réveillent tout doucement, même si c'est pas encore un réveil assez important, parce que on voit aussi que les sommets majeurs restent quand même descendants ici, donc pas de réveil encore massif, mais si on voit ça au cours des prochains jours, on aura un réveil des acheteurs. Donc pour l'instant, baisse du volume acheteur, baisse du volume vendeur. Ici donc, on peut donc d'ores et déjà, je ne vais pas confirmer, mais il y a des probabilités qu'on soit dans notre range et que ce range soit entre du coup 44 450 dollars ici sur le contrat futur. Et donc le point bear ici, 39 470 dollars. Nouvelle phase de range très probable et on attendra de voir la direction si elle est haussière ou baissière, pardon. Si elle est haussière et qu'on arrive à maintenir les 39 470 dollars, nous aurons notre signal probablement de bottom, donc un signal de changement de dynamique pour reconquérir les résistances précédentes, donc celle-ci, première arrêt qui arrive à ce moment-là, et ensuite la zone de rechargement de short là-bas. En revanche, si ce marché n'arrive pas à poser un bottom au sein de cette zone de rechargement ici, à ce moment-là, ça ouvre les portes à un mouvement baissier et une target totalement réaliste. Et ici, je pense que ça me semble assez réaliste sur le contrat futur. En cas de mouvement de continuation baissier, ça serait potentiellement les 31 000 dollars. Et d'ailleurs, ça tombe parfaitement au niveau de ce gap. Encore une fois, les gaps ne sont pas là pour vous dire on va aller à tel prix. Les gaps sont juste là pour vous indiquer des bonnes localisations. Si vous êtes investisseur, glissez un petit ordre au niveau des 32 000 dollars ici au niveau du gap. S'il est fil, c'est une très bonne entrée. Mais le gap ne doit pas vous donner un biais psychologique de ah, il y a un gap là-bas, bah, ça va être baissier, on va y aller. Non, il y a plein de gaps qui ne sont pas comblés. Les gaps sont juste de bonnes raisons de localisation pour trouver des entrées assez intéressantes. Par exemple, ici, nous avions un gap. On ne savait pas si on allait le combler ou pas. Certains vont dire oui, le gap il est comblé. Non, les gaps sont comblés avec les cordes de chandelle, pas avec les mèches. Et le gap a été comblé plus tard. Donc le gars qui a laissé un ordre à 32 000 lors de la correction ici, bah, techniquement, il a chopé vraiment un bon prix. Ok ? Donc là, en gros, voilà, le mec a pu être au fil à un plutôt un bon prix. Encore une fois, ça ne veut pas dire qu'on va le combler absolument. Ok ? Tout comme le mec qui a laissé un ordre ouvert là-bas de vente, de prise de profit sur ce gap, techniquement, bah, il a pu vendre à un bon endroit. Est-ce qu'il savait qu'on allait y aller ? Non, mais si on y va, c'est une bonne zone pour vendre. Ok ? Donc comme pareil là-bas, si un jour on revient là-bas, il y a de grandes chances qu'on y revienne une fois que le bottom sera posé. Pareil, ici un ordre de vente pour prendre des profits. C'est plutôt pas mal si on est entré à l'achat par exemple sur le signal qui sera donné s'il est donné en cas de cassure des 44 300 dollars. J'ai fini pour Bitcoin, donc il y a aussi maintenant un contrat futur sur Ethereum, sur le Chicago Mercantile Exchange, donc la charte est similaire. Est-ce que le biais est bullish ou bearish ? Non, pour l'instant le biais est toujours bearish, donc est-ce qu'on a un nouveau signal ? Non, on regarde où est-ce qu'on est. On est en zone de rechargement du précédent mouvement. Donc là, c'est la zone de rechargement qui nous intéresse dans un premier temps. Si jamais cette zone cède, donc si le W précédent ici cède, donc si on passe sous les 2600, ce n'est plus cette zone de rechargement qui nous intéresse, mais la zone de rechargement du mouvement entier. Ici. Donc à ce moment-là, la zone qui nous intéressera, ça sera donc entre du 2008 et du 2400 dollars. Et donc actuellement, c'est pour ça qu'on focus la zone de rechargement d'ici. S'il n'y a pas de structure, il n'y a aucune raison d'entrer. Et à ce moment-là, on se focusera sur celle qui est plus bas. Donc actuellement, ce qu'on attend de voir, c'est est-ce que ce marché également, Ethereum, peut former une structure ici de retournement pour indiquer simplement un changement de dynamique. Est-ce que le biais va redevenir bullish ? Si oui, il y a de grandes chances qu'on ait pu trouver un bottom et qu'on puisse redevenir bullish ensuite, c'est-à-dire essayer de reconquérir les résistances pour essayer d'aller chercher un nouvel ATH. Donc simplement continuer cette dynamique haussière en weekly. Tac, 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 et tac. Donc hop, 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 hop. Ok. Si on perd cette zone ici, donc en gros, cette grande zone, faudra attendre quelque chose plus bas là-bas. Et tant qu'on n'a pas ces structures de retournement, ça ne sert à rien de sauter à pieds joints avec du levier, de se dire ça y est, c'est le bottom. Non. Faire du DCA, pourquoi pas, mais d'encadrer un trade, surtout avec du levier en se disant bon, j'entre ici parce que mon prix de liquidation il est là-bas, on n'ira pas le chercher. Bah, mon œil. Les mecs sont rentrés ici, si on dit bon, mon prix de liquidation ne viendra pas le chercher. 3002, on est descendu à 1007. Il y a beaucoup de leviers qui sautent ici. Ok ?
Donc voilà, la petite mise à jour sur Ether. Je reviens aussi sur une chose, les spreads sur les contrats dérivés, très intéressant. En daily, sur la moyenne, spread négatif sur Binance. Enfin, des spreads négatifs bientôt sur OKEx, chose qu'on n'a pas eu. Enfin, on aura des spreads négatifs sur FTX, chose qu'on n'avait pas eu avant. On a des spreads négatifs sur Bybit, ça change pas. Et sur Deribit, enfin, on rentre dans le négatif. Donc, ce qu'il faudrait, pour poser un bottom, tout comme on l'a fait là-bas en septembre, c'est avoir des spreads négatifs sur tous les exchanges. On en avait sur Binance, OKEx, FTX, Bybit, Deribit. C'est à ce moment-là, généralement, que les bottoms se posent quand les spreads sont négatifs sur tous les exchanges. Cela témoigne d'une offre plus importante sur les contrats dérivés que sur le spot, ce qui veut dire que la pression vendeuse est plus forte sur le dérivé. Et donc en gros, tout simplement, ça traduit que il y a probablement des whales qui posent des ordres limites tranquillement en longue et que les mecs viennent shorter comme des malades sur les contrats dérivés dans leurs ordres en longue et que d'un coup, pam, le squeeze il arrive. Et c'est à ce moment-là qu'on fait justement les structures de retournement. En tout cas, c'est une bonne condition de marché pour tenter de poser un bottom. Encore une fois, il faut que techniquement le marché le confirme. Donc l'hypothèse ici, grâce à ces contrats dérivés, si les gens sont bearish sur la descente, c'est-à-dire que là je vais diminuer l'unité de temps, je vais passer par exemple en 1 heure, et je vais surveiller lors de ce retracement ici, comment va être le spread. Est-ce que le spread va monter sur les exchanges ou est-ce qu'il va diminuer? S'il diminue, c'est que les gens sont plus ou moins, comment dirais-je, plus agressifs sur les contrats dérivés, et qu'il y a de grandes chances qu'on fasse un truc comme ça, le squeeze derrière pour former le W. Donc là, je vais regarder. Alors, on zoome. Binance, ça reste négatif, moins 0,05. Pour l'instant, ça va. Sur le mouvement baissier, on est resté assez neutre. Sur OKEx, sur le mouvement baissier, le spread chute, c'est bien. Sur Bybit, on voit que... C'est Bybit ou pas ici? Non, c'est FTX. Sur FTX, là, ça commence à rechuter, c'est bien. Sur Bybit, ça chute aussi sur le mouvement baissier, c'est bien. Et sur Deribit, ça chute aussi sur le mouvement baissier, c'est bien. Donc le scénario, ce serait tac, tac, tac. Les gens qui disent on va aller casser les 39 000, sauf que non, donc les spreads diminuent, comme on le voit actuellement. Les gens sont agressifs sur leurs shorts sur les contrats dérivés. Les whales, eux, posent des ordres en limite, en longue, ils sont fil et derrière le squeeze. Ce serait ça le scénario. Si bien évidemment les gens sont en mode ah, c'est le moment de shorter le Bitcoin parce qu'on va casser le support des 40 000. Ok. Et donc, je peux aller sur Trading Light rapidement pour choper si on a des ordres ou pas qui sont déjà posés sur certains exchanges. Alors, assez suspect. Donc FTX, ils ont été fill. Il y a des ordres ici jusqu'au 41 400 pour capturer du long. Sinon, des mêmes ordres similaires où ils étaient posés avant. Hein. Un petit peu en mode chasse au stop au niveau des 39 600, 40 000 $, un petit peu en dessous. Je vais regarder sur Deribit si on a des ordres assez suspects ou pas. Ici, bon, il y a toujours les gros ordres de soutien jusqu'aux 39 000 $ environ. Et ensuite, d'autres exchanges, Bitfinex, est-ce qu'on a des ordres suspects ou pas? Ici, proche du prix, ouais, ça achète ici, mais après, il n'y a pas grand-chose. Légèrement là-bas, proche des creux à 40 900. BitMEX, est-ce qu'on a quelque chose ou pas? Alors, pas grand-chose non plus. 41 600 environ. Et après, ouais, il n'y a pas grand-chose qui m'intéresse, honnêtement. FTX, on l'a déjà regardé. Et il n'y a pas grand-chose. Par contre, sur FTX, il y a un truc qui est flagrant. C'est que pour l'instant, il y a des mecs qui refusent que le prix puisse regagner la zone des 46 900, 45 200. Là, je sais pas si vous voyez ici, mais il y a un énorme mur de vente qui empêche le prix d'aller plus haut. Et donc, est-ce que c'est volontaire pour accumuler dans cette zone et ensuite défoncer cette zone? Possible. Possible. Après, encore une fois, tant qu'il n'y aura pas de structure de bottom, on va pas crier à la lune. Loin de là, attendez les signaux de retournement, ça coûte rien. Donc oui, ça fait entrer un petit peu plus cher, mais en tout cas, ça évite d'holder un marché baissier. Donc je préfère largement avoir le signal et entrer à 3400 que de choper avec chance les 2950 par exemple, donc le bottom ou les 3000 $, que d'entrer par exemple ici en mode ah j'essaie d'avoir le bottom, sauf que bah, le marché au final il termine là-bas et tu es rentré à 3400 $ admettons, sauf que le bottom il est formé à 1600 et que la structure sera donnée à 2000 $. Vaut mieux rentrer un petit peu plus haut avec des confirmations, de s'assurer qu'on est dans la bonne direction du marché. Et les W sont là pour ça, pour vous indiquer la bonne direction du marché. Et donc, du coup, tout ce que vous avez pu apprendre ici, on va essayer de l'appliquer sur Cardano. Alors, le Cardano, on essaye justement d'entrer où? Rappelez-vous, dans les zones de rechargement. Du coup, je vais afficher aussi les spreads sur Cardano. Alors, qui va nous indiquer le sentiment de marché, donc Binance de petits points ADA USDT perp, moins ADA USDT de Binance.
Nickel. Alors, les spreads sont négatifs. Il faut savoir que quand les spreads sont négatifs, généralement, c'est les bottoms. Et le bottom, il peut mettre du temps avant de se former. On sait qu'on est sur des zones de bottom, mais ça peut mettre du temps avant de se former. Par exemple, si on regarde Cardano quand il était là-bas, les gens étaient bearish lorsque Cardano coûtait rien du tout. Donc on avait des spreads négatifs à certains endroits, des fois neutres, mais par exemple ici on avait des spreads négatifs, Cardano coûtait 8 centimes, ou ici on avait des spreads négatifs neutres. Donc ça c'est des bonnes conditions à 8 centimes. Donc les gens étaient neutres, voire baissiers à 8 centimes, et ils étaient très haussiers à 3 dollars. Ici c'est vraiment un exemple parfait de la psychologie humaine. Les gens sont bullish quand les prix montent, et les gens sont bearish, sont bearish, oui, quand les prix chutent, ou quand ils sont horizontaux, alors que c'est les meilleurs moments pour rentrer. Alors, spread négatif, ok, c'est une bonne chose. On garde ça en mémoire. Les gens sont plutôt pessimistes maintenant sur le Cardano. C'est à notre avantage si on va investir dans le Cardano. Maintenant, ce qu'on doit surveiller également, c'est est-ce que j'ai un momentum haussier ou non. Bon, de ce que je vois, c'est qu'on a une divergence haussière qui s'est formée, donc techniquement, le momentum est dans les mains des acheteurs pour l'instant. Ok. Et également, maintenant, ce qui nous intéresse, c'est de trouver une structure au sein de la zone de rechargement. Donc entre 68 centimes et 1,20$. Ok. Si c'est dessous, c'est pas grave, c'est même tant mieux, parce que ça aura retracé encore plus. Je dis pas qu'on va aller plus bas, hein. Je dis juste que si ça se fait plus bas, dans notre cas, c'est tant mieux. D'ailleurs ici je vais réajuster mon volume profile parce que je l'avais modifié pour quelque chose. Hop, je remets 80 ici. Tac. Ok. Rappelez-vous, ici il y a de gros creux, ça permet de capturer beaucoup de liquidité. Il y a des whales ici qui peuvent se gaver si on y vient. Donc nous on aimerait bien aussi acheter avec eux si on y vient. Donc pour l'instant, est-ce qu'on a une structure de retournement ici? Non, nous sommes sur un V-bottom. Est-ce que les V-bottom sont des structures de bottom? Non. On peut regarder aussi le biais. Donc moi là j'ai un autre biais, mais je vais mettre le biais que je vous ai appris juste avant. Le biais MA9, MA18. Est-ce que pour l'instant ce biais est bullish? Non, il est bearish. L'EMA jaune est en dessous de l'EMA en bleu. Donc ça c'est pas une bonne chose pour l'instant. Et également, même si ce biais devient bullish, on voudrait une structure ensuite. Chose que nous n'avons pas pour le moment. Donc, nous, ce qu'on voudrait voir, en tout cas dans mon cas, et un bon signal, ce serait soit tac, 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 tac. Là, vous avez un excellent signal. Ok, let's go, on peut rentrer dans le Cardano. Ou alors, on fait encore une chute. Et là, hop, on voit ça. Nickel, le biais devient bullish, etc., etc. La structure est nickel. On peut rentrer. Sachez que les professionnels rentrent dans les zones de rechargement. Donc là, il n'y a plus aucun professionnel qui achète un marché vertical à 3 dollars. Les pros, ici, n'étaient clairement pas intéressés par du Cardano, ils attendaient cette fameuse zone. On commence à entrer dedans. Ah, bizarrement, le mouvement il commence à freiner. Parce qu'ici, il y a des mecs qui commencent à acheter tout simplement. Et par exemple, si je vais sur Trading Light, que je viens choper ADA, hop, sur Binance, ça va nous permettre de voir où sont les ordres. Alors, tac, tac, tac. Ici, ça se voit bien. Mais là, il y a vraiment des mecs qui veulent acheter massivement cette zone des 1,05$, 1$ en gros. Il y a un support assez intéressant. Donc ça, c'est plutôt cool à savoir. Vous voyez ici, je pense que ça se voit bien. Là, il y a pas mal de supports. Donc ça, c'est une zone qui va pas mal être défendue. Tout comme il y a des ordres de vente assez intéressants dans les 2,06$. Si on a un bottom et un rebond, on sait que dans cette zone, ça va vendre. Donc il faudrait vendre aussi potentiellement avec ces mecs-là. Mais là, en tout cas, on voit que vraiment, mais là, ça se voit, c'est flagrant. Il y a un big support qui s'est posé ici. Les mecs ont envie d'acheter. Et on voit qu'il y a pas mal d'ordres limites actuellement. Donc il y a probablement des wells qui sont en train de faire de l'accumulation. Et là, on voit que la zone d'accumulation, pour moi, elle est plutôt ici entre 0,86 et 1,10$ environ. 1,07$, 1,10$ jusqu'à 86 centimes, j'ai l'impression. Environ. Mais en tout cas, il y a vraiment des gros ordres dans toute cette zone ici. Donc ça commence à filer des ordres limites assez intéressants. Donc voilà, c'est une information à savoir, comme par hasard, où ça dans la zone de rechargement. Donc quelqu'un qui fait du DCA dans cette zone, donc le dollar cost average, c'est j'achète un petit peu, je me prends pas la tête. Dans cette RLZ longue, j'achète un petit peu, je me prends pas la tête, voilà, tous les jours, toutes les semaines, enfin tous les jours, toutes les semaines, tous les mois, une fois par semaine, une fois par mois, ok? Donc oui, vous pouvez faire du DCA dans cette zone. Et donc sur le long terme, si vous créez un prix moyen d'achat dans cette zone, vous avez de grandes chances de faire des profits d'ici 2 à 3 ans. Ok. Donc pour ceux qui sont intéressés dans le Cardano, on commence à re-rentrer dans de bonnes zones, en plus de ça en hiver. Mais est-ce qu'on a la structure de retournement qui indique que le marché se retourne? Pas encore. Et c'est ça qui est important, que la dynamique change. Et actuellement, on est dans un marché qui est toujours dans une dynamique baissière. Et ça, c'est extrêmement important. Également, une chose qui serait plutôt sympathique, ce serait de
casser la trendline et d'avoir des W de l'autre côté. Donc idéalement, qu'on fasse quelque chose comme ça. Bon, pas certain qu'on ait le temps de faire tout ça. Mais en tout cas, que les W puissent se former dans la zone de rechargement serait la meilleure des choses. Et également un signal tout bête si vous êtes très débutant. Attendez que le biais redevienne bullish. S'il redevient bullish, vous avez potentiellement un bon signal. Si vous voulez un signal encore plus puissant, pardon, bah on attend le signal en weekly. Et c'est pareil sur le Bitcoin par exemple. Mais là, bon, sur le Bitcoin, ça fonctionne très bien en daily, mais sur les altcoins, en weekly, c'est encore plus puissant. Je viens, je retire le prix, mais là, par exemple, je vous montre un truc tout bête. Hop. Mais ici, vous avez des signaux vraiment intéressants pour de l'investissement long terme. Ici, un signal intéressant au 1er avril 2019, ça coûtait 5 centimes. Ici également, à nouveau, à 4 centimes. Ici, pareil, à 4 centimes. Le biais est resté bullish tout le long. Donc là, on sait que la tendance est haussière. Ah, ça croise pas encore, ça reste bullish. Ah, là, ça croise bear. Ça fait longtemps qu'on n'est pas devenu bearish. Donc là, franchement, Cardano, idéalement, ce serait mieux même encore d'attendre en weekly. Donc on sait que ça pourrait, le signal pourrait intervenir dans des semaines. 4, 5, 6 semaines, le temps de recroiser. Mais une fois que ça recroise, ah, il y a des chances que ce marché redevienne haussier, qu'on puisse aller chercher 3, 4, 5, 6, 7, 8, 10 $. On ne sait pas jusqu'où on ira. Mais en tout cas, on aura donc un signal très puissant. Mais en tout cas, en weekly, ça fonctionne très bien. Si je veux un signal plus rapide, je me mets en 3 jours. Et là, le croisement se fera plus rapidement en échelle 3 jours. Mais en weekly, c'est ce qui me semble être la meilleure chose ici sur Cardano. Et donc, si on a un nouveau signal d'investissement sur les EMA, enfin un nouveau signal bullish, et qu'ensuite on a les structures qu'on a vues en daily, etc., quels seraient les objectifs si Cardano en a dans le ventre pour faire un nouvel ATH? Je ne sais pas où sera le bottom. Je vais le simuler par exemple ici. Un objectif en cas de nouvel ATH, ça serait entre du 4,42$ et du 5,20$ dans un premier temps. Oui, on peut aller plus haut, oui, on peut aller plus bas. Encore une fois, je ne nie pas l'avenir. Ici, je fais juste, comment dirais-je, des probabilités. Enfin, des extensions et des zones dans lesquelles j'aimerais vendre, mais je ne sais pas où est-ce qu'on ira. Si c'est plus bas, bon bah la zone ici, elle s'étend un petit peu plus. Et là, ça ferait du 4,97$ jusqu'à 6,16$, etc., etc. Si le bottom a été posé au prix actuel, ça serait donc entre 4,28$ et 5,07$. Voilà, donc j'espère que tout ça aura pu vous aider. C'est aussi un petit avant-goût de ce que je fais dans les briefs avec les élèves tous les jours. On apprend des concepts, je fais aussi des cours là-dessus. Donc là, je suis venu sur quelques petits éléments de cours du biais institutionnel. Il y a aussi beaucoup de choses à savoir en plus sur ce genre de biais, des choses très très puissantes également. Donc si vous êtes intéressé pour rejoindre l'école, n'hésitez pas, hein, je mets le lien en description et en commentaire. Également, c'est un peu tard pour rentrer dans l'école via le Patreon, mais du coup, vous pouvez le faire via les modalités crypto, donc tout ce qui est paiement USDT, Ethereum, BNB. Privilégier le réseau de BNB, donc la Binance Smart Chain, et aussi le TRC20, donc le réseau Tron. C'est là où il y a le moins de frais, même pour vos transactions perso. Hein. Quand vous pouvez choisir ce genre de réseau, choisissez-les, c'est les réseaux qui offrent le moins de frais. J'espère que ça vous aura plu, n'hésitez pas à laisser un petit pouce bleu, je le répète. Si jamais vous êtes les bienvenus sur le Discord, si vous avez une quelconque question, n'hésitez pas à la poser à un des professeurs qui sera connecté ou non, même si on n'est pas connecté, vous pouvez nous envoyer un message. On se retrouve donc lundi, c'était le dernier brief de cette semaine. Ciao ciao.